fait n'est pas ukrainienne, elle n'a jamais été peuplée par des Ukrainiens, donc il l'a récupérée et voilà. Et l'Est de l'Ukraine, je pense que lui, Vladimir Poutine, regarde ça avec intérêt mais avec circonspection, parce que la frontière entre l'Ukraine et la Russie, bien malin qui saurait où elle doit passer. Parce qu'en fait, on le voyait très bien au début du conflit, il y avait des cartes de l'usage de Facebook, de l'usage de la langue, donc les gens qui ont leur Facebook en russe et les gens qui ont leur Facebook en ukrainien. Et en fait, on voit un passage complètement progressif du russe vers l'ukrainien, et il n'y a pas une frontière nette. Et c'est normal, puisque l'Ukraine et la Russie faisaient toutes les deux parties de l'URSS, et la limite entre les deux était une limite administrative. Une limite administrative, d'ailleurs, décidée par Staline. Donc au moment d'éclatement de l'URSS, pour éviter de rentrer tout de suite dans des conflits ingérables, on a conservé les limites administratives, on les a transformées en frontières internationales, mais Staline ne les avait pas conçues comme ça, et par ailleurs, Staline n'est pas un si grand génie de l'humanité que son œuvre doit être respectée jusqu'à la fin des temps. Donc, ces limites administratives qui sont devenues des frontières internationales posent problème. Et elles posent aussi problème dans les pays baltes, qui eux aussi ont des minorités russophones, et on n'a pas fini en fait d'avoir des problèmes à l'Est. Surtout quand, avec l'Union européenne, on a une politique qui consiste à être hostile vis-à-vis de la Russie et donc à encourager la Russie de son côté à exciter les minorités russophones qui ont des liens historiques avec la Russie. Et dans les pays de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, vous avez au contraire des gens qui ont été dans la subordination vis-à-vis des Russes pendant des siècles, donc les Baltes d'ailleurs, les Polonais, tout cela, ils détestent les Russes. Ils ont des bonnes raisons historiques. Je veux dire, le problème n'est pas de savoir si les Russes sont gentils ou méchants. Voilà, l'histoire est ce qu'elle est, les Polonais détestent les Russes. Quand on regarde l'histoire de la Pologne, on peut comprendre pourquoi. Et tous ces pays de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne encouragent l'Union européenne à avoir une attitude franchement hostile vis-à-vis de la Russie. Or, avoir une attitude hostile vis-à-vis de la Russie, c'est pas tout à fait encourager la paix dans le monde. On peut avoir une attitude dure vis-à-vis de la Russie, on n'est pas obligé de s'écraser devant la Russie, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais il faut discuter, parce que la Russie existe, les russophones des pays de l'Est existent, et on a intérêt à avoir des relations normales de voisinage avec cette grande puissance. Et c'est ce qu'a fait Marine aujourd'hui en allant voir Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, au cas où vous en parlerez, je peux vous le garantir, elle n'est pas allée lui demander le moindre financement, il n'y a pas de financement russe dans cette campagne présidentielle, d'aucune sorte. Voilà. Et par ailleurs, donc en interne, puisque en externe, oui, l'Yougoslavie et l'Ukraine c'est quand même externe, et en interne, on voit monter des tensions entre les différents peuples de l'Union européenne et des trucs hallucinants. Au moment les plus cruciaux là, des crises économiques, on a vu que les pays du Nord surnommaient les pays du Sud les pigs, parce que c'était Portugal, Italie, Grèce, Espagne en anglais, donc Spain pour Espagne. Donc ils avaient fait un super acronyme, pigs, les cochons. C'est quand même une façon de parler. On nous dit l'Europe c'est l'amitié entre les peuples, moi mes amis je les appelle pas cochons. Donc je sais pas vous, mais et on lit tous les clichés, tous les clichés, les Polonais sont alcooliques, les Grecs sont paresseux, les Espagnols fichent rien, les Allemands sont pénibles, enfin, tous ces vieux clichés retrouvent une vigueur qu'ils avaient un peu perdue quand même. Et pourquoi ? Parce que les gens, on leur demande de vivre selon les mêmes règles, alors que ce sont des peuples différents, qu'ils n'arrivent pas à gérer ces mêmes règles, qu'ils auraient besoin d'avoir un peu plus de marge les uns vis-à-vis des autres. Et du coup, ça réactive des tensions et même des détestations qui avaient quasiment disparu. Et on l'a vu encore, le néerlandais qui est ministre des Finances des Pays-Bas et qui est donc, de ce fait, président de l'Eurogroupe. Il vient d'expliquer que, de toute façon, les Grecs, oui, ça va de demander de l'aide, parce que quand on dépense tout son argent en alcool et en femmes, après, on ne vient pas demander de l'aide. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. Donc, on voit bien, il y a chez tous ces eurocrates, il y a un mépris profond et l'incompréhension entre les peuples en fait augmente. Mais on le sait en plus, on le sait bien que quand une entreprise française doit travailler avec une entreprise allemande, qu'il faut faire travailler les Allemands et les Français sur les mêmes projets, si c'est bien fait, on prévoit de faire une formation sur les manières de travailler en France pour les Allemands, les manières de travailler en Allemagne pour les Français, parce qu'elles sont différentes.
Et que si vous ne faites pas une formation pour dire voilà comment fonctionnent les Allemands, voilà comment ils conçoivent la construction de projets et tout, ça va mal se passer parce qu'il va y avoir des malentendus. Et même si vous parlez tous en globish, il va y avoir des malentendus parce qu'il y a une culture d'entreprise qui n'est pas la même, parce qu'on ne gère pas les choses de la même façon, parce que les rapports hiérarchiques ne sont pas vécus de la même façon, parce que ce sont des peuples différents, des gens différents, qui ont des histoires différentes. Et on voit dans des fusions d'entreprises qu'il y a besoin, quand c'est international, de trouver des moyens de vivre ensemble, c'est pas facile. Si vous le faites au niveau de peuples entiers qui doivent gérer un budget alors qu'on est en pleine crise économique, ça se passe pas très bien. Mais donc tout ça, on pourrait dire que c'est en grande partie la faute de l'agrandissement à l'Est qui a complètement déséquilibré l'Union européenne. Et donc dire que c'est un problème de l'histoire de l'Union européenne, en fait, elle s'agrandit trop vite, et c'est vrai. Du coup, ça crée des déséquilibres monstrueux, et c'est vrai. Et donc, on pourrait se dire, l'Union européenne, bon, c'était un projet qui n'était pas forcément mauvais à la base, mais c'est parti complètement en vrille parce qu'on a voulu être trop grand, trop vite. Eh bien, ça n'est pas forcément le cas. Parce qu'en fait, on a un problème dès les débuts de la construction européenne, et ce problème, c'est ce qu'on appelle la CED. La CED, c'est la Communauté européenne de défense. C'est un projet qui apparaît très tôt dans les années 50. Et il s'agit de faire une armée européenne commune. Alors, ce projet, donc il est né dans les années 50, il existe toujours. Alors, et ce qui s'est passé dans les années 50, c'est que l'Assemblée nationale française, qui était encore la 4e République, tout à coup, elle discutait de ce projet, puis tout à coup, les députés se sont dit, mais attendez, une armée européenne, ça veut dire qu'un jour, des généraux allemands donneront des ordres aux soldats français. Et on était quand même très près de la Seconde Guerre mondiale, avec des gens qui l'avaient tous connu, et donc il y a eu un réflexe patriote à l'Assemblée nationale, et on dit non mais votre communauté européenne de défense, non. Voilà, l'armée française, c'est des soldats français avec des généraux français. Et pas des généraux allemands, ni même des généraux belges, ou voilà. Or à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Jean Monnet et les autres, au lieu de se dire ah ben les peuples sont visiblement pas prêts à ce qu'on fusionne tout le monde dans un grand État fédéral et qu'on fasse les États-Unis d'Europe. C'est amusant d'ailleurs les États-Unis d'Europe parce que quand on vous dit l'Europe c'est la paix, il faut se rappeler que les États-Unis ont eux-mêmes connu une guerre civile. Hein, donc bon, comme modèle de paix parfaite, on fait mieux. Mais bref. Donc au lieu de renoncer à leur projet, ils se sont dit c'est pas grave, les gens n'en veulent pas, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire qu'on ne le fait pas, et puis on va le faire quand même. Alors ils l'ont pas fait sur la défense, parce que sur la défense ça se voit quand même. Mais toutes les politiques suivantes de l'Union européenne ont été faites de la même façon, c'est-à-dire on vous dit non mais on fait un petit truc, c'est rien du tout, c'est un détail et tout, puis ça permet de faire avancer le projet fédéral qui est en fait le projet de fond, c'est-à-dire fondre tous les États de l'Union européenne dans un grand État fédéral et supprimer les nations, toujours dans cette idée que comme le nationalisme c'est la guerre, si on supprime les nations, on supprime la guerre. Une idée totalement fausse, mais qui est en fait celle qui imprègne au fond tous ces gens. Et ils ont fait pareil pour l'euro. L'euro, cette fameuse monnaie unique, a des mécanismes qui sont mal conçus à la base, mais exprès. L'euro ne peut pas fonctionner, il n'est pas fait pour fonctionner tel qu'il a été créé tel qu'on nous l'a créé à la fin des années 90 et nous on l'a eu dans notre porte-monnaie en 2002. Si vous regardez même les économistes les plus fervents adorateurs de l'euro, ils vous disent tous que c'est pas fait pour fonctionner. Et d'ailleurs les projets, vous regardez Fillon, vous regardez Macron, ils ont tous les deux le même projet. Comme l'euro ne peut pas fonctionner tel qu'il existe actuellement, ils veulent un budget de la zone euro, un gouvernement de la zone euro, un ministre de finances de la zone euro. Enfin, évidemment, si vous avez la même monnaie, il y a un moment, il faut que vous ayez la même politique économique, parce que vous ne pouvez pas imposer la même monnaie à des États qui gèrent les choses de manière totalement différente. Donc, l'euro a été conçu pour qu'au bout d'un moment, tout le monde se dise « Ah ben oui, c'est vrai, ça ne marche pas très bien comme ça. Ah ben c'est pas grave, on va tout fusionner et ça marchera mieux. » Et c'est exprès que ça a été fait comme ça. Le problème, c'est que les gens n'ont pas du tout envie de fusionner, ils n'ont pas voté pour la Constitution européenne, et donc on reste dans un système qui est totalement bancal, parce qu'il a été conçu comme la première marche pour aller vers la suite. C'est sûr que c'était pas la bonne première marche, en fait. On a commencé par faire la charpente, et ensuite on s'est dit qu'on allait faire la fondation, donc ça marche pas très bien. Mais ça pose un vrai problème de fond.
Parce que cette politique des petits pas, c'est totalement antinomique avec la notion de démocratie. En démocratie, on ne fait pas des projets en disant à moitié la vérité ou pas du tout la vérité, en disant mais vous vous rendrez compte qu'on a raison plus tard, mais pour le moment, croyez-nous, pour le moment on vous raconte un truc faux, mais vous vous rendrez compte en fait beaucoup plus tard que nous avons raison, que vous n'avez rien compris, que vous êtes incapable de comprendre, mais vous comprendrez quand vous verrez les résultats. Et ça c'est pas la démocratie, parce qu'en démocratie, le problème c'est pas de savoir si le peuple il est intelligent et s'il a raison. Le problème de la démocratie, c'est juste de savoir qui décide du destin d'un pays. Est-ce que c'est le peuple qui décide lui-même de son destin, ou est-ce que c'est, alors on ne sait pas qui. Et c'est un peu le problème avec les élites européistes, c'est qu'elles disent nous sommes démocrates, sauf qu'elles considèrent que le peuple est incapable de décider de son destin et qu'elles-mêmes, qui sont des élites, sont donc beaucoup plus intelligentes et beaucoup mieux à même de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Or, le problème, c'est pas de savoir qui décide ce qui est... Enfin, c'est même pas le problème de savoir si elles ont raison ou tort. Le problème, c'est que c'est pas à elles de décider en démocratie, c'est au peuple. Si elles ne sont pas capables d'expliquer au peuple en quoi leur projet est merveilleux, alors, tant pis pour elles. Voilà ce que c'est la démocratie. Et c'est le cas d'ailleurs, quel que soit le régime. Si vous êtes dans une monarchie autocratique, si vous allez voir le tsar de toutes les Russies, si vous n'êtes pas capable de lui expliquer que votre projet est génial, ben, il vous envoie promener et il ne le fait pas. C'est ça, être souverain. Le souverain, c'est celui qui décide ce qu'on fait, et il faut le convaincre. Donc, si vous êtes dans la Russie tsariste, il faut convaincre le tsar, il faut avoir accès à lui, bon, c'est un type tout seul, très bien. Si vous êtes dans une démocratie, il faut convaincre le peuple. Pour ça, il y a des élections, il y a des débats, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles pour convaincre le peuple, et c'est ça qu'il faut faire. Et par ailleurs, tous ces gens très intelligents, ils nous ont quand même conduit dans une impasse totale, la désindustrialisation, le chômage de masse, la pauvreté qui s'étend, l'agriculture qui est ruinée. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas sûre qu'ils aient forcément raison sur tout. Et il y a aussi un vrai grand problème fondamental qui est de dire qu'on va faire une structure politique capable d'éviter la guerre, qui est quand même le fond de l'Union européenne. Parce que ça suppose, en fait, d'abord qu'on considère qu'on peut faire une structure, une espèce d'un gouvernement parfait qui empêche les conditions de la guerre de revenir. Sauf que les conditions de la guerre, c'est pas l'existence des nations. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des guerres dans le monde ? J'ai envie de vous dire parce qu'il y a des hommes dans le monde, que les hommes se font la guerre depuis qu'ils existent. Et en fait, depuis avant même, parce que il suffit que vous observiez les animaux maîtrisent la notion de territoire, la notion de frontière et la notion de guerre. Évidemment, ils ne font pas des guerres rangées, mais des conflits pour contrôler les ressources, le territoire, dans la nature, il n'y a que ça. Et ça, c'est une donnée réelle. C'est-à-dire que voilà, l'homme fait partie de la réalité de la nature et que dans sa nature à lui, il y a une violence, il y a la notion de territoire existe, la notion de contrôle des ressources existe aussi. Alors chez nous, c'est d'accord, c'est plus complexe, on a développé des structures extrêmement intellectuelles, mais sur le fond du fond, la guerre, elle ne vient pas du fait qu'il y a des nations, elle vient du fait qu'il y a des hommes, que les hommes sont violents. La violence est une donnée qui appartient à l'humanité. Et donc, quand on prétend être une structure humaniste, la moindre des choses, ça serait d'abord de connaître l'être humain, de connaître l'humanité, et d'avoir conscience que les générations futures, vous pouvez leur prévoir le meilleur système de gouvernement du monde, les générations futures pourront toujours trouver un moyen de se faire la guerre. Même si vous avez une Union européenne parfaite, il y aura toujours un moyen. Le moyen d'ailleurs qui s'est développé dans nos sociétés actuellement, c'est le terrorisme, qui est un moyen de la guerre. L'idéologie qui l'anime, c'est le djihadisme. Et le djihadisme, il déteste les nations au moins autant que l'Union européenne. Ils ont ça en commun. Les djihadistes, les islamistes, les fondamentalistes, détestent les nations. Pour eux, la seule chose qui compte dans la vie, c'est est-ce que vous êtes un bon musulman ou un mauvais musulman ou un mécréant.
C'est ça leur critère. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire, tout ça, ils n'en ont rien à faire. Et on l'a bien vu en Syrie, ils ont détruit Palmyre, ils détruisent tout ce qui n'est pas... ils détruisent l'histoire et la culture, donc ils n'ont rien à faire. Et ils ont une idéologie qui est non nationale. Et l'Union européenne, qui, elle, pense que la guerre, c'est la nation, est totalement incapable de trouver une réponse adéquate, parce qu'en fait, sur le fond, elle est d'accord. Les nations, c'est pas bien. Donc elle est d'accord avec les djihadistes là-dessus, et du coup elle n'arrive même pas, elle est incapable de comprendre quel est leur problème, quelle est leur raison d'action, et elle est incapable de les gérer. Et c'est assez symbolique que la capitale européenne du djihadisme, ce soit Bruxelles, c'est-à-dire la capitale de l'Union européenne. Je ne sais pas si c'est vraiment un hasard en fait, parce que justement la Belgique est l'État qui a été le plus détruit en tant qu'État dans l'Union européenne à cause du fait déjà que c'est un État bancal entre flamands et wallons. Donc c'est un État qui a perdu complètement ce qui fait vraiment la souveraineté d'un État, puisqu'entre ce qui a été délégué à l'Union européenne et ce qui a été délégué aux communautés et aux régions, il ne reste plus grand-chose. Et c'est là qu'est le cœur du djihadisme, c'est-à-dire une idéologie non nationale. Et enfin, on a un autre problème qui tient à la nature idéologique de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une construction idéologique qui veut faire table rase du passé, puisque le passé, c'est les nations c'est la guerre, le passé, c'est la guerre. Donc on fait table rase et on fait une construction purement idéologique. Mais là, on arrive enfin à comprendre pourquoi l'Union européenne a des points communs avec l'URSS. C'est un peu comme les djihadistes, c'est-à-dire qu'on a quand même des idéologies différentes, évidemment. L'Union européenne et l'URSS reposent sur des idéologies différentes. Mais ce qui est commun entre elles, c'est de reposer sur des idéologies. Alors que les nations sont des constructions historiques qui, oui, sont en partie artificielles, mais ce sont des constructions de l'histoire, du long terme, qui tiennent compte de la réalité, puisqu'elles tiennent compte de l'histoire. L'Union européenne, elle veut une nouveauté, et cette nouveauté non historique, anhistorique, qui veut aboutir à la fin de l'histoire, repose sur une idéologie